Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, on revient sur la semaine 12 de compétition et je suis avec Robin. Salut Robin, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va et toi, Baptiste? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Bon, pour mentionner rapidement Oklahoma State, on n'a pas été ridicule contre Kansas State, donc ça fait plaisir. Bon, c'est une défaite à la sortie, Ah, mais voilà. vous avez On a, cover on ou a pas? couvert, on a Ah là couvert là, le spread. On a couvert le spread. Incroyable, fabuleux. incroyable. C'est une Donc, victoire en soi. C'est une et victoire c'est tout en à fait. soi. Je la compte comme considère comme une victoire. Donc voilà, donc une semaine, on va dire quand même relativement calme. Ça s'était un petit peu emballé sur le slide de 18h avec notamment Texas A&M et Indiana qui était un petit peu en difficulté, mais finalement les choses sont rentrées dans l'ordre. On va revenir notamment sur le match de Texas A&M. Donc une semaine, voilà quand même. Avec quelques duels intéressants, on va parler du Oklahoma, Alabama, bien évidemment, du Texas, Georgia. Mais voilà, sans grosse surprise quand même. Mais bon, je te propose de. Tu veux mentionner un peu tes Ducks quand même qui jouaient vendredi soir contre Minnesota. Bon, alors on a un petit peu parlé avec Kevin lors du 1-2-6. Oregon qui accueillait Minnesota, une victoire plutôt tranquille hein, Ouais, c'est d'Oregon. ça. Plutôt tranquille. 42-13. Dante Moore, 306 yards avec 90% de passes complétées. C'est un record de programme, sachant qu'on a eu quand même des très bons quarterbacks récemment. Ça fait plaisir. Et je pense à un match complet de l'attaque, de la défense. Et je dirais pas que. Enfin, Minnesota est une bonne équipe en tout cas. J'espère que Oregon est en train de ce qu'on appelle peak, d'être au meilleur de sa forme à la fin de la saison, ce qui est un peu un prérequis pour être performant en playoff. Si Oregon y arrive, puisqu'on en reparlera certainement dans le 1-2-6 de la semaine prochaine. Mais le futur match face à USC sera un peu déterminant et aura une odeur de petite finale pour les playoffs, on va dire, de play-in pour se qualifier en playoff. Mais voilà, un match plutôt complet vendredi, alors que Oregon avait fait un trip à l'autre bout du pays pour aller jouer à Iowa un samedi soir. Ils reviennent de l'autre côté et ils jouent un vendredi Minnesota qui était en bye week. Voilà, c'était un match qui aurait pu être piégeux. Oregon a très bien géré ce match-là. On peut passer au récap de la semaine 12. Et Baptiste, comme tu disais, le slate de 18h a été... il s'est emballé, Il s'est notamment parce que emballé, ouais. je pense le match le plus intéressant à cette heure-ci, ça a été Texas A&M South Carolina. Ouais. Est-ce que tu l'as regardé? Tu l'avais déjà mis Alors je moi vous je dois dis, je avouer, regardais que les replays, que les highlights, etc. J'étais en train de coacher, donc je pouvais pas Alors regarder ça. moi je regardais principalement Kansas State, Oklahoma State bien évidemment, mais voilà j'avais des yeux aussi sur ce South Carolina, Texas A&M et sur Notre-Dame Pittsburgh. Pourquoi j'avais un œil dessus? Parce qu'on a vu que le match est parti en cacahuète assez rapidement avec voilà c'était très clairement le même. C'est Maxence qui l'a mis sur Twitter. Veadus on first half, not gonna lie, c'est exactement ça. Il y a eu voilà deux matchs dans le match. Une première mi-temps où South Carolina a tout réussi, où Texas A&M plutôt a tout loupé, et une deuxième mi-temps où Texas A&M a tout réussi. Donc victoire 31-30 des Aggies face aux Gamecocks. J'ai eu très peur. Alors je pense que tout le monde a vraiment eu très peur pour Texas A&M parce qu'en fait ils ont montré une image d'eux, je sais pas ce que tu en penses toi, mais qu'on n'avait jamais vu pour l'instant. Ils ont paniqué en fait, notamment Marcel Reed qui a fait erreur sur erreur en première Deux mi-temps. Alors, interceptions, des ouais. turnovers sur des fumbles, des choses comme ça. Un Et peu. surtout surtout à des moments complètement cons. Enfin, je veux dire, des passes forcées comme c'est pas permis alors que t'es dans tes 25. Enfin, des choses. On sentait que, je pense que ils se sont laissés prendre par les émotions et que la mi-temps et que Michael Coe, je pense que le discours du coach a fait vraiment beaucoup de bien. Geoffrey du podcast et je pense à juste titre dit que c'est probablement l'une des meilleures équipes pour les ajustements de mi-temps tant en termes de play calling, mais aussi en termes peut-être de psychologie, en tout cas de savoir parler à ses joueurs. Parce que là, on a les Aggies, quand ils sont rentrés après les vestiaires, c'était une équipe qui était métamorphosée. Rendez-vous compte, hein, il y avait 30-3 à la mi-temps. 30-3 à la mi-temps. Enfin, je veux dire, c'est assez dingue. Même Euh, dans le troisième quart-temps, je regardais un peu le match-up, tu sais, les win probability là, sur ESPN. ouais. Dans le troisième quart-temps, où il commence à marquer, du coup, il y a 30-10.
ESPN marquait qu'à 5 minutes restant dans le troisième quart, il y avait 95% de chances pour que South Carolina remporte le match. Donc t'imagines en 20 minutes, à 5 minutes dans le troisième quart-temps et en 15 minutes dans le quatrième, tu passes de 95% de chances de perdre à tu gagnes, tu remportes le match. Et comme tu dis, les ajustements de deuxième mi-temps, ça se voit qu'ils sont arrivés avec des meilleures intentions de tout le monde, pas seulement Marcel Reed, qui a été quand même assez phénoménal. Hein, sa première mi-temps est catastrophique, mais sa deuxième, elle est très bonne. Il termine avec 439 yards, 3 touchdowns. C'est quand même plutôt pas mal, avec notamment des passes qui sont très clutch, notamment pour Conceptions, le receveur là. Qui se Conception. Ouais, c'est ça. Il en fait quelques-unes qui sont super belles et très clutch. Et à ce moment-là, en fait, je pense que Texas A&M a beaucoup paniqué et ensuite ils se sont dit, ok, on peut gagner contre tout le monde. South Carolina, c'est pas l'ogre de sec, mais c'est une très bonne équipe qui ne mérite pas d'être en 3-7. Clairement, hein, ils perdent souvent les matchs proches. Moi, j'ai été impressionné par le coaching, effectivement, de Mike Elko. Et la défense de Texas A&M, quand même, qui a remis, entre guillemets, l'équipe dans le droit chemin. Enfin, quand t'encaisses 0 points en deuxième mi-temps, alors que toi, tu viens mettre 30 points, écoute, faut que ta défense, elle tienne et qu'elle te rende la balle. Et donc, c'est parti de la défense de Texas A&M et l'attaque a réussi à au moins suivre. Ouais, et puis je pense que c'est une victoire hyper importante psychologiquement, tu vois. Ils étaient, je pense, au fond du trou et en fait, cette victoire, ils ont prouvé que ils sont capables de remonter un déficit. C'est la première fois depuis 2004, au moins 2004, qu'il n'y ait pas un déficit de 27 points qui a été remonté. Donc voilà, c'est une victoire historique à plus d'un titre, très clairement. Et voilà, ils ont rien laissé passer à South Carolina qui doit finir le deuxième mi-temps. Je n'ai pas le stade sur les yeux, mais à mon avis, ils doivent être à 50 yards sur l'ensemble de la deuxième mi-temps. Et voilà, c'est très impressionnant. Alors, je pense qu'ils sont quand même relativement aidés aussi par les Gamecocks, c'est-à-dire que je pense qu'ils ont dû sentir un peu match gagné. Je sais pas ce que tu en penses, Romain, mais ils ont dû rentrer en disant c'est bon, on a fait le plus dur et ils n'arriveront pas à remonter. Sauf qu'en face, c'est quand même une équipe qui est bourré de talent aussi bien offensivement que défensivement, et que si tu sors ton match, derrière ils te le font payer, et ça a été le cas. Je pense que on l'a vu, la réaction de Shane Beamer au niveau de la mi-temps, là, quand il rentre, il harangue le public parce que c'était du côté de College Station, donc tu le vois, il chauffe le public. T'as l'impression que lui-même est sorti de son match, tu vois, Robin, je sais pas ce que t'en penses, toi qui coaches un peu, et que, en fait, le message que t'envoies à tes joueurs, c'est, finalement, le match est gagné d'une certaine façon. Ça, tu peux te le permettre en fin du match, pas quand il reste 30 minutes de jeu, quoi. Écoute, moi, je vais te le dire, tout à l'heure, je coachais hier, justement, pendant ce match. À 1 minute de la fin, on passe à 20-16. Et en fait, moi-même, j'ai un body language de, ok, ça y est, on est bon. Et au final, on prend un TD avec 30 secondes restantes et on perd le match, quoi. Et parce qu'en fait, moi dans ma tête, j'étais convaincu qu'on allait gagner. Et peut-être que les joueurs, ils se sont dit, ok, c'est bon, et du coup, je vais être moins attentif ou quoi. Et je prends pas forcément la défaite de mon côté, mais je pense qu'il y a du côté du coaching aussi de se dire, si tes joueurs, ils suivent ton exemple, il est à la mi-temps, tu rentres et tu commences à ranger la foule à l'extérieur parce que tu mènes. Écoute, t'as intérêt à cavaler. Et là, les mecs, ils ont à la fois dû être piqués dans leur ego. Et toi, tu te reposes sur tes lauriers en disant, c'est pas grave, on peut punter. Un fun par-ci, un fun par-là. Et finalement, tu te retrouves avec une remontada. Et Texas A&M qui montre que c'est une grande équipe. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que les bonnes équipes, elles gagnent des matchs. Les grandes équipes, elles gagnent des matchs qui sont compliqués, mais dans lesquels ils sont vraiment pas dedans, ils arrivent à gagner. Tu sais, un peu comme des Georgia contre Ole Miss. Tout le match, t'es pas dedans. Il y a un moment, il y a un drive, hop, t'arrives à remonter. Et en fait, c'est ça qui fait la marque des grandes équipes, c'est quand t'es à 2 doigts de perdre et qu'en fait, t'arrives à scrap et bam, ça y est, tu remportes le match. Et je pense que Texas A&M a montré aujourd'hui, enfin hier du coup, ils ont montré hier que c'était une grande équipe. Je sais pas ce que t'en penses, mais ils vont pas perdre de place pour les playoffs. Peut-être que Georgia, comme ils ont battu... ils leur passeront pas devant, ils sont invaincus, je crois pas. Je pense qu'ils resteront devant, mais ton analyse sur le fait que je pense que c'est une grande équipe, je suis assez d'accord avec toi, parce que
vous savez, on le répète assez, mais être bon sur 12 matchs, quand on parle d'ados entre 18 et 22 ans, être concentré pendant 60 minutes tous les samedis, pendant 12, on se rend pas compte de la difficulté des choses et que ça arrive de faire des matchs pourris. Et ces matchs pourris, pour les gagner, quand tu rencontres une équipe qui, en face, c'est du talent du côté Gamecocks. Je veux dire, tu as vu le touchdown de Nick Arbor où cette espèce de grande carcasse accélère là, et tu as l'impression que personne peut le rattraper et personne va le rattraper. Voilà, on sait que c'est une équipe qui est talentueuse sur le papier, les Gamecocks, et ils l'ont montré sur une période. Et donc voilà, donc une équipe, n'importe quelle autre équipe, je pense, ou enfin pas n'importe quelle autre équipe, mais une équipe bonne ou lambda, se serait jamais relevée de cette première mi-temps en fait. Et eux, ils ont été capables de le faire. Donc chapeau bas aux Aggies. La saison est encore longue, il leur reste encore 2 semaines. Il y a notamment le Lone Star Showdown en dernière semaine qui va être hyper important et pour les Aggies et pour les Longhorns. On y reviendra bien sûr quand ça sera le match. Mais voilà, moi en tout cas, plus les semaines passent, plus elle m'envoie des bonnes vibes, cette équipe de Texas A&M. Alors les gens pourront dire, ouais mais Baptiste, ils ont gagné 31-30, t'as vu la première mi-temps? Oui, mais ils ont gagné. Et dans des circonstances qui sont très particulières aussi. Donc voilà, donc moi je suis... Et puis ça prouve qu'elle est toujours dangereuse. Tu sais que même quand tu seras en play-off, il y aura un moment où tu peux jamais te dire que tu as gagné ce match. Tu sais, un peu comme Ohio State ou Georgia, des grandes équipes. Même en play-off, tu te dis, ah putain, j'ai pas gagné. Tu vois, j'ai pas gagné. Et dans ta tête, à toi aussi, ça va faire tergiverser les équipes d'en face en disant, c'est pas parce qu'on prend deux touchdowns d'avance qu'on a déjà gagné le match. Peut-être que des équipes vont paniquer quand ils vont jouer Texas A&M. Donc, moi, je pense que c'est une des équipes là les plus dangereuses et surtout qui a le bénéfice d'avoir été testé. Enfin, en tout cas, à la fin de la saison, ils auront été testés. Sans pour autant comparer avec Ohio State, par exemple, qui est premier, mais Texas A&M, ils ont été gagnés à Notre-Dame en semaine 3, 41-40. Donc, encore une fois, un match qui se joue au couteau. Auburn 16-10. Bon, certes, Auburn, c'est pas l'équipe du siècle, mais encore une fois, c'est des matchs qui se gagnent à la fin du match à couteau tiré, on va dire. Arkansas 45-42, LSU 49-25, Missouri 38-17. Ce que je veux dire, c'est que Texas A&M, cette équipe, elle est dangereuse, testée, et ils savent gagner les matchs qui sont serrés. Ohio State, cette année, on n'en sait rien. Ils ont joué personne. Ils ont littéralement joué aucune équipe classée. Où ils ont joué Illinois à l'époque Texas, où ils ont été classés, quoi. Et à la fin, Texas A&M, t'auras oui, Texas, pardon. C'est vrai que j'oublie toujours qu'ils sont classés. Ouais, mais... La saison est longue, on oublie vite. Ils me paraissent tellement pas comme une équipe de... Non, mais c'est surtout, je considère même pas Texas comme une équipe classée. En fait, de base, c'est vraiment un truc... T'es méchant avec les Longhorns, on y reviendra dessus. Ils sont pas si mauvais que ça quand même. Ils sont pas si mauvais, mais en fait, pour moi, ils méritent pas en tout cas d'être dans le top 10. Ah, mais voilà. je comprends ce que tu veux dire. Après, pour les Aggies, et c'est comment dire, c'est un reproche qu'on peut leur faire, c'est qu'en fait, le calendrier de sec qu'ils ont eu, c'est pas loin d'être des pires des équipes de sec qu'ils ont rencontrées, quoi. Mississippi State, Florida, Arkansas, LSU, Auburn, c'est très clairement le deuxième rang. Alors, c'est pas de leur faute non plus, qu'on soit très clair. Mais voilà, il y en a qui disent, bah voilà, pour l'instant, on ne sait pas vraiment de quoi cette équipe est vraiment constituée. Toujours est-il qu'ils sont en 10-0. Ils seront en 11-0 la semaine prochaine puisqu'ils rencontrent Stanford, une équipe FCS, et ça devrait le faire. Donc voilà, donc ils sont là, ils seront qualifiés, enfin ils sont qualifiés pour les playoffs, quoi qu'il arrive, à part s'ils perdent contre Stanford, mais j'y crois pas une seule seconde, et contre Texas. Mais voilà, c'est une équipe qui est qualifiée pour les playoffs, une équipe qui va jouer probablement la finale de la conf. Alors il faudra battre Texas aussi, et tout n'est pas encore joué, qu'on soit très clair. Mais bon, voilà, moi j'y crois beaucoup en ces Aggies, qui est une équipe, voilà, un peu à l'extrême opposé de ce qu'on était habitué. C'était reproché beaucoup à Aggies d'être un peu exubérant, enfin on se souvient de Johnny Manziel, etc. Et là, c'est une équipe qui est besogneuse et voilà, qu'on prend plaisir à aimer, alors que Texas A&M, historiquement, c'est quand même une équipe qui est quand même plutôt détestée, quoi. Exact. Tac, je te propose on fait le récap de sec ou on fait le par slate comme tu as envie, sinon c'est toi qui décides. Allez, on fait la sec. On va du côté de Tuscaloosa, Oklahoma qui se déplaçait donc pour rencontrer Alabama, victoire des Sooners 23-21.
que dire sur ce match-là? Quand on prend les stats, Robin, on se dit, mais Alabama a éclaté Oklahoma. Il y a quasiment le double de yards pour le Crimson Tide face aux Sooners. Sauf qu'il y a 3 turnovers de la part d'Alabama, et sur ces 3 turnovers, il y a 13 points marqués par Oklahoma, et ça fait très clairement la différence. Alors, surtout à l'endroit où tu récupères tes turnovers. Tout à fait. Mais mine de rien, tu as un pick six de Oklahoma. Donc ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'il avait été validé? Le pick six, oui, il a été validé. T'as un fumble de Ryan Williams alors qu'il casse combien? 4-5 plaquages. Et en fait, c'est le plaquage de trop il y a un mec qui vient lui taper la balle. Encore une fois, en fait, tu te retrouves avec tiens, il y a un fumble. Oklahoma qui est en train de punter où il se retrouve en fait à récupérer la balle dans les 25 yards ou dans les 30 yards. Ty Simpson qui fait un fumble aussi, donc il y a interception, un fumble pour ça, et c'est littéralement ce que tu dis, c'est que dans les chiffres, t'enlèves la case fumble, interception, mais Alabama est censé détruire Oklahoma, et je pense que tu rejoues le match 50 fois, les 50 fois t'enlèves un turnover ou 2 turnovers, Alabama remporte les matchs. C'est que là actuellement, Oklahoma était réaliste. Tu l'as dit, 13 points 13 points sur les turnovers, ça fait la moitié de tes points que tu les as mis parce qu'il y a une erreur d'en face. Impossible de gagner un match de sec. Compliqué à gagner contre une bonne équipe, que Oklahoma est une bonne équipe. Et pour Alabama, c'était compliqué à gagner. Et ça relance la course. En tout cas, Alabama qui était 4e. Oklahoma qui était, je sais pas si tu te... Même s'ils sont 11e du pays, 11e, ouais. C'était les premiers en dehors. Parce qu'en fait, les premiers en dehors, puisqu'il y avait une des équipes de Group of Five dans le... tu sais, dans le classement... tout à fait. Parce qu'il y a le meilleur champion de conférence qui va prendre la place. C'est ça, exactement. Donc, en fait, Oklahoma était le premier out, ce qu'on appelle, donc le premier qui n'est pas en playoff. Non, c'est le dernier qualifié, du coup, puisqu'ils sont 11e. Oui, t'as raison, pardon. Mais là, ils vont encore monter. Ils avaient besoin, parce que sinon... ils vont encore monter. Ils auraient été, s'ils avaient perdu contre Alabama, ils auraient été un peu sortis de la course au playoff. Et donc, Alabama, qui va certainement passer dans le fin du top 10, encore une fois, ça peut faire beaucoup d'équipes de sec en playoff, mais ça, on est un peu préparé à ça. Mais c'est, OK, qui va jouer qui? Il y a certains match-ups qui vont être super intéressants, et je pense que cette fin de saison, elle va être super importante pour toutes les équipes de bien se placer pour éviter potentiellement des match-ups compliqués. Ouais, là on prend, à mon avis, on va avoir 5 ou 6 équipes de sec au CFP, je pense, au vu des résultats du week-end, des différents résultats du week-end. Donc voilà, honnêtement, on savait que le système avec une SEC et une Big 12, une Big 10, omnipotente, on allait avoir un déséquilibre au niveau des équipes qualifiées. Ça va se confirmer très clairement, je pense, cette année. Il y a aussi le fait que les gros ont perdu contre des gros, et donc forcément ça, vous savez, le principe de quality loss, quality win. Enfin, il y a un biais quand même qui est réel en termes de victoire-défaite quand on parle de la SEC et quand on parle de la Big Ten. Mais là, ça se ressent vraiment cette année. Après, je pense qu'il y a plein de bonnes équipes en SEC. Je dis pas le contraire. Je pense qu'Oklahoma est une bonne équipe. Je pense qu'Alabama est une bonne équipe aussi. Je remets pas du tout en cause ce constat-là, on va dire. Mais voilà. Et puis après, je pense que c'est une victoire qui va faire du bien aux Sooners parce que c'est une victoire d'opportuniste, j'ai envie de dire. Et il en faut gagner des matchs comme ça, des matchs où tu vas gagner à Alabama. Ils étaient sur 18 victoires de suite à domicile, je crois. C'était la plus longue streak au niveau de college football. Donc voilà, c'est une victoire qui fera date, je pense, dans l'histoire du programme. Ils ont battu l'année dernière le Crimson Tide du côté de Norman. Ils recidivent cette année. Ils sont à 8-2. Ils peuvent tout à fait croire en la qualification. Ils ont une fin de calendrier qui est quand même relativement ouverte. Je crois qu'ils ont Mizzou et LSU. Voilà, donc ils se replacent correctement. C'est une défense qui est plutôt bonne. Alors, je qualifierais pas d'élite parce qu'elle a quand même bouffé des yards, elle bouffe quand même un peu de yards par moment, mais en tout cas, elle crée des turnovers, et ça, c'est toujours important. Et quand tu crées des turnovers, quand ton attaque a un petit peu du mal à fonctionner, comme c'était le cas un petit peu hier, on le répète, John Mathieu,
C'est pas le John Matthews des premières semaines, donc c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Mais ouais, il a fait le taf, et au final, ça fait 23-21 pour les Sooners, 8-2, donc les deux programmes basculent en 8-2, et Oklahoma, là, qui va... Alors, mardi soir, le classement du comité, mais je pense qu'ils vont passer a priori devant Alabama, puisque, à mon avis, ça m'étonnerait pas qu'on voit les Sooners 8e et Alabama 9e ou 7-8, quelque chose comme ça, quoi. Voilà, à mon avis. Exact. Moi, je suis d'accord avec toi. Alabama, ils ont un calendrier qui assure un peu les playoffs. Ils ont Eastern Illinois la semaine prochaine, comme d'habitude, dans la SEC qui joue en fin de saison une équipe de FCS, généralement. Et finalement, ensuite, ils se récupèrent Auburn. Auburn, bon, c'est plus ce que c'était. Après l'Iron Bowl, c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose de symbolique et on ne sait jamais gagner d'avance. Mais on peut dire un peu qu'Alabama, s'il ne chie pas dans la colle, notamment, ça devrait le faire pour les playoffs. Donc, c'est une défaite, certes, mais c'est arrivé au beau moment puisque c'est contre une équipe qui va aller faire les playoffs aussi. Donc, c'est, comme tu disais, Baptiste, une quality loss. Alabama, ils ont perdu 2 fois. Après, la défaite contre Florida State, heureusement qu'elle était en début de saison. Ouais, c'est tout à fait, ouais. Ty Simpson, je ne l'ai pas trouvé... Enfin, j'ai trouvé bon, mais avec son fumble et son interception, j'ai pas trouvé qu'il y avait eu ce Aceman moment qu'on attend souvent. Ça fait 3 semaines où il y a un peu dans le dur. Hein. C'est en termes statistiques et en termes notation, les 3 dernières semaines sont les 3 pires semaines de son année, si on met de côté Florida State, bien évidemment. Donc Ty Simpson, dont on, comme tu dis, dont on imaginait qu'il pouvait remporter le Heisman, je pense que là, ça va être compliqué pour lui. Après voilà, le but, le Heisman c'est une chose, mais le but c'est quand même de remporter le titre national, hein, qu'on soit très clair. S'il y a titre national et pas Heisman, je pense qu'il sera très content quand même. Exact. Et puis au final, il n'y a pas personne qui se démarque tant que ça pour le Heisman. Donc peut-être que aussi ça peut lui servir en disant il n'y a pas énormément de monde qui se démarque. Peut-être que moi mes performances statistiques et les performances de l'équipe en général, ça pourrait aider. Est-ce qu'il faut qu'on soit inquiet pour cette équipe d'Alabama, tu penses, Robin, là, ou alors Non. ça arrive des matchs un peu bourbiers et voilà. Non, ça arrive. En début de saison, je me serais inquiété s'ils avaient perdu 2 matchs. Ils ont perdu contre Florida State, qui, je pensais, était une bonne équipe. Honnêtement, en voyant le premier match, je m'étais dit que Florida State allait être une bonne équipe. En revanche, là, ils perdent contre Oklahoma, qui est une bonne équipe, avec beaucoup de turnovers. Et des matchs avec beaucoup de turnovers comme ça, t'en as pas souvent. T'en as pas souvent parce que c'est corrigé rapidement. Tu vas faire des exercices dessus. Ils vont faire plein de drills pour garder la balle ou au moins jeter sur la balle au bon moment, etc. Donc moi, je me suis pas trop inquiet pour Alabama. Je suis inquiet surtout pour l'équipe qui va les retrouver en playoff au premier tour parce que ça peut être très chiant. S'ils continuent à gagner et que devant ça perd, tu peux aller te déplacer à Tuscaloosa pour aller premier tour de playoff. En novembre, en novembre ou décembre, ça peut être très, 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 très compliqué. Et au-delà de ça, même si tu dois recevoir Alabama, c'est jamais facile. Donc, je m'inquiète pas. Ouais, ils feront pas des matchs à 3 turnovers tous les samedis. On est d'accord là-dessus. Dernier match, enfin pas dernier match, mais un match ultra important en sec de hier soir, c'est Texas qui se déplaçait du côté de Georgia. Bon, il n'y a pas eu photo, hein, Robin. Victoire assez facile entre guillemets de Georgia 35-10. On le savait que ça allait être compliqué pour l'attaque de Texas face à la grosse D-line de Georgia. Ça s'est confirmé. Arch Manning n'a jamais été vraiment en position de faire basculer le match. Il a souvent été sous pression. En soi, il fait pas un mauvais match, mais je pense qu'il est pas dans sa ligne offensive quand il rencontre une grosse défense. Malheureusement, ne met pas dans les bonnes conditions pour réussir à amener les Longhorns remporter la victoire. Et cette fois-ci, la défense n'a pas suffi. Pas surpris, Robin, non plus de ce qu'ont proposé les deux équipes. Non, tu sais, un peu au fur et à mesure de l'épisode, je l'ai un peu dit. Texas, pour moi, c'était même pas une équipe classée. Enfin, je trouvais qu'ils étaient pas au niveau qu'on les attendait, en tout cas en ce début de saison. Et Georgia, je trouve que c'est une très bonne équipe. C'est même pas une bonne équipe. Stockton, encore une fois, Gunnar Stockton a fait un très bon match, 4 touchdowns à la passe. Il en a couru pour 1, il me semble aussi. Hein. Je crois qu'il marque un peu les 5 touchdowns de l'équipe. Mais sinon, non, voilà, Georgia, c'est une très bonne équipe. Arch Manning, il a des statistiques qui paraissent correctes. En fait,
Notamment, tu vois sur son yardage, hein, il y a 251 yards, mais en fait, il y a beaucoup de passes où il dump la balle à un receveur, à un running back qui va prendre des yards, des gains en fait après le jeu. Et donc, voilà, je pense que Texas est une bonne équipe, mais pas une très bonne équipe, pas capable de se qualifier en playoff. C'est dommage pour la saison. Quand j'avais fait la prévue de Texas, je les avais choisis pour être en finale au moins contre Penn State. Mais résultat, les deux équipes, elles sont catastrophiques cette année. Penn State encore plus que Texas. Mais bon, voilà. Non, pas du tout surpris. Je pense que Georgia, encore une fois, arrive en forme au très bon moment. Fin de saison, très très bon. Ils ont Texas a encore le choc aussi du côté de Texas A&M. Il y a c'était Kurt Epstreet qui avait dit qu'avec une victoire contre Texas A&M, oui. Texas. C'est pas impossible. Hein. Je pense qu'il faut qu'on se prépare psychologiquement à ce que potentiellement, si. En fait, tout dépendra de où est-ce que va descendre Texas là au prochain classement du comité. Hein, en fait, tout simplement quoi. Ils ont encore 2 équipes de sec à jouer. Alors par contre, ça devrait être une victoire facile, même si attention quand même au Razorback. Mais voilà, moi je reste persuadé que s'ils remportent le match contre les Aggies de façon convaincante ou même pas de façon convaincante, ils pourraient tout à fait partie des 11, on va dire, parce que le 12e est le champion du groupe of 5. À voir comment ça se goupille autour. Tu vois, je suis pas persuadé. Je vais faire de la fantasy football, mais un Texas à 9-3 contre un Oregon à 10-2, tu vois, je me demande ce que ça donne. Je demande ce que ça donne vraiment. Ah oui, mais honnêtement, je pense que Texas irait à 10-3, enfin 9-3 contre Oregon à 10-2. Parce que si Oregon perd contre USC, peut-être que tu peux justifier d'avoir 4 équipes de Big Ten, mais je pense qu'il n'y en aura que 3. Et donc si USC bat Oregon, ils passeront en Big Ten, enfin en playoff pour le Big Ten. En sec, en revanche, ouais, tu peux facilement mettre 5-6 équipes. Et donc Texas a une chance, on va dire, d'y aller, sachant qu'ils ont gagné contre Vanderbilt, qui est classé encore. Ils ont gagné contre Oklahoma, qui va être très haut classé. Ils ont 2 défaites, on va dire des quality loss, hein, contre Ohio State et contre Georgia. Donc Ohio State premier avec Georgia, qui sera certainement dans le top 4 hein, maintenant, qui passera 4. Est-ce que avec 2 défaites dans le top 4, plus Florida, qui en fait, c'est voilà, ça arrive. Ouais, je pense que tu justifies clairement. Moi, ça me saoulerait d'avoir Texas 3 défaites, et rien qu'une équipe à 3 défaites en playoff, ça me saoule. Enfin, le principe de pouvoir dire que tu es champion national alors que tu as perdu 3 fois. On va pas revenir dessus. Non, on va pas revenir dessus parce que je pense que tout le monde est un peu d'accord avec ça, mais voilà, ça risque de faire mal, en tout cas, si Oregon ou USC perd ce match, et qu'en fait, d'un côté, Texas s'en vient parce qu'ils auraient battu le numéro 3. Donc, en revanche, s'ils perdent contre Texas A&M, ça y est, il n'y a plus aucune chance. Non, c'est sûr. Mais bon, après, voilà, ce qu'a montré Texas, qui montre Texas semaine après semaine, je suis vraiment pas convaincu dans le fait qu'ils puissent battre les Aggies. Alors, bien sûr, un match, tout est possible, bien évidemment. Mais voilà, encore hier soir, l'incapacité qu'il y a à créer du jeu au sol, enfin, c'est terrible. Je sais pas ce qui s'est. Alors, ils ont perdu beaucoup de monde sur une offensive, hein, c'est que des nouveaux joueurs. Mais putain, il finit, je crois, à peine un peu plus d'un yard par course. Enfin, c'est pas possible, quoi. Alors, quand bien même, c'est une bonne défense des Bulldogs, hein, je dis pas le contraire. Quand tu vois leur recrutement, enfin, c'est pas normal d'en être là, quoi. Oui. Donc Georgia qui se replace bien. Je pense qu'ils vont passer numéro 4 à mon avis au classement du comité avec la défaite d'Alabama. Donc attention aux Bulldogs. Il reste eux plus qu'un match. Non, ils ont fini leur match de sec. Pardon, ils ont terminé leur match en sec puisque il leur reste une Charlotte la semaine prochaine, puis Georgia Tech pour le match de rivalité. Donc eux ils ont fini leur taf. Ils vont voir ce que ça va donner. Ils vont voir ce que ça va donner pour les autres équipes. Mais voilà, ils sont en tout cas tout à fait bien placés pour jouer la finale de la conférence. On attend de voir ce que ça va donner à côté. Et on parle un petit peu du Florida Ole Miss, Rob.
Oui, Match, bah, surtout que, étant donné qu'il y a 2 membres du podcast qui sont concernés, et sachant que les discussions dans le groupe ont été, Ah, ils se sont bien je sais pas, chauffés là. ils se sont bien chauffés, mais ça c'est quand tu as Guillaume et Valentin, tu sais que ça peut chauffer rapidement au niveau du trash talk. Florida 3-7 qui a encore une fois été dangereuse comme équipe. C'est vraiment, en fait, Florida et South Carolina, c'est un peu la même équipe selon moi de cette année en termes de dynamique. C'est que c'est des équipes qui sont en négatif, qui vont pas faire de ball, mais qu'est-ce que c'est dur de jouer contre ces équipes-là, et tu peux pas garantir une victoire quand tu commences à jouer contre eux. Ole Miss, ils se sont bien fait peur. Il y avait à un moment 14, 10-0, et puis finalement ils sont revenus à 14-10 pour Florida. Et après, heureusement, Ole Miss a réussi à aller, on va dire, chercher cette victoire dans la douleur, des erreurs d'arbitrage des deux côtés, et une passe interférence qui est pas sifflée, qui donne des relents et des souvenirs de la passe interférence des Saints contre les Rams. Je sais pas si t'as vu l'action, Baptiste? Tout à fait, ouais, bien sûr. Ah non, mais C'est vrai, c'est vrai. qui est pas sifflé alors que le mec il se fait boiter, mais il se fait boiter alors qu'il a pas la balle sur lui. Bah, qui est pas sifflé au final. Ça aurait pu remettre Florida dedans. Résultat, ils doivent punter, et voilà. Ole Miss remporte le match. Encore une victoire de Ole Miss à l'arraché. Je pense qu'ils ont montré qu'ils avaient leur place en playoff. Est-ce qu'ils ont leur place en fin de classement ou début de classement? Ça sera à voir pour les prochains matchs. L'avantage pour Ole Miss, c'est qu'ils ont plus un calendrier de fou. Là, ils ont en bye week. Et Ils ont ensuite, plus ils ont plus que le Egg Ball. ils vont jouer pour Mississippi Thanksgiving. State pour le head ball, justement. Et Ole Miss, à voir ce que Texas A&M et Georgia font. Mais ils sont placés pour la finale de SEC encore une fois. Je pense que, honnêtement, si à part si Texas A&M perd contre Texas, ça devrait le faire pour Texas A&M Georgia en finale de conférence de SEC. Ouais. Et puis, big up à Kewan Leslie, un match à 224 yards pour lui au sol. Donc voilà, donc je pense que Ole Miss s'amuse à se faire peur un petit peu, mais bon, Ole Miss gagne, c'est le principal. Donc voilà, dans un match qui était quand même, on va dire, à une saveur particulière, parce que voilà, on connaît les rumeurs de l'Atlantic Fin à Florida, il y avait une ambiance absolument dantesque du côté d'Oxford, donc c'était hyper cool à voir. Voilà, des chants à la fin du match à la gloire de l'entraîneur. Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas, je trouve que le mariage entre Linky Finn et Ole Miss est plutôt beau, et je trouve c'est dommage qu'il parte, parce que je trouve que c'est un coach qui correspond bien au programme, et un programme qui correspond bien à Linky Finn. Le travail fait est vraiment fabuleux. Ole Miss n'a jamais été une powerhouse, on va dire, de SEC, sur les dernières années en tout cas. Et là, il fait un super travail. Et maintenant, il faut compter sur Ole Miss en SEC. Effectivement. Est-ce qu'on a fait le tour de la SEC? Oui, on va pas forcément revenir sur Arkansas LSU, qui était un match un peu marrant, mais voilà. Tac, tac, tac. Je pense qu'on peut passer sur les autres confs. Rob, ça te va? Ouais, ouais, désolé, pardon. Oui, Oh, j'étais en train de t'inquiète. regarder quel match on allait se dire. Est-ce qu'on fait une petite mention, un petit passage par la ACC slash Allez. indépendant? Allez, c'est parti. Donc, on va passer du côté de Pittsburgh, qui accueillait Notre-Dame. Match entre équipes classées. C'était le quatrième match entre équipes classées de la journée, après les deux matchs de SEC dont on a parlé, du Iowa USC qu'on parlera un petit peu plus tard. Notre-Dame, elle n'a pas fait de cadeau à Pittsburgh. Victoire vraiment, alors tranquille peut-être pas, mais en tout cas maîtrisée de la part des Fighting Irish, qui, on parlait d'équipes qui montent en puissance, ça me donne quand même ce sentiment-là. Moi, j'ai l'impression quand même que Notre-Dame a trouvé sa vitesse de croisière, qu'elles sont loin peut-être contre Miami, contre Texas A&M de début de saison. Et voilà, une grosse défense, un CJ Carr, voilà, pas exempt de tout reproche, mais qui a fait ce qu'il fallait. Et puis bon, que dire de Jeremiah Love? Voilà, encore une fois, un match extraordinaire de sa part, un des meilleurs running backs du pays, voire des meilleurs joueurs du pays. Il y a besoin de stars pour remporter les titres nationaux, je pense, et Notre-Dame en a un, ça c'est sûr. Exact. Et mine de rien, tu vois, on parlait des Iceman. Jeremiah Love fait une campagne de Iceman qui est moins, on va dire, moins importante que celle de Genty l'année dernière, et même que d'autres équipes qui font des campagnes pour leurs joueurs.
mais il doit être dans la conversation parce qu'il est, encore une fois, à 147 yards, 23 portées, un touchdown contre Pittsburgh. Et Notre-Dame, comme tu dis, ils arrivent en forme au bon moment, sachant que qu'une de leurs défaites principales est contre Texas A&M. Bah, ça veut dire que ton équipe, elle est bonne, puisque tu perds contre la troisième équipe du pays. Et bon, ils avaient perdu contre Miami à l'époque aussi, mais finalement, bah, c'était en début de saison, et on sait que les défaites de début de saison, elles ont moins de valeur que les défaites de fin de saison. Donc bah, voilà, c'est une équipe qui va être dangereuse à avoir en playoff, sachant qu'ils ont l'expérience de l'année dernière, des playoffs à 12, d'aller faire des matchs qui sont longs, enfin loin dans la saison, pardon, qui sont longs, où il fera froid, etc. Et bah, ça va être intéressant à voir, en tout cas, cette équipe de Notre-Dame qui, au vu du calendrier restant, va se qualifier pour les playoffs. Ouais, ça serait quand même surprenant, on va dire ça comme ça, de voir Notre-Dame perdre encore un match au calendrier. Il y a Syracuse et Stanford. J'ai rien contre l'Orange et contre le Cardinal, mais honnêtement, je pense que ça devrait être une formalité. Jérémy Alov qui a marqué un TD superbe où il fait un spin move qui rappelle pour les plus anciens le spin move de Braxton Miller contre Virginia Tech en 2017, le running back de Ohio State à l'époque. Qu'est-ce que c'était beau celui-là. Ouais. Ça a mis un peu des flashbacks, mais en tout cas c'était cool et voilà, il a marqué des esprits. Donc à voir, mais c'est surtout, je pense que Notre-Dame marque aussi les esprits. Ça fait quand même quelques semaines où ils montent très clairement en puissance. La défense, elle est vraiment très très bonne. On va dire que les seules fois où depuis quelques semaines où ils ont pris des points, c'est contre USC. Et quand on voit l'attaque de USC, enfin, il n'y a pas de honte derrière à prendre des points de la part des Trojans. Donc voilà, donc moi je suis convaincu que c'est une équipe qui va jouer les premiers rôles jusqu'à la fin de la saison et qui se qualifiera en playoff et qui emmènera du monde, parce que potentiellement, il risque d'être classé relativement bas, tu vois, dans le classement du comité, et donc d'avoir un déplacement. Je pense que l'équipe qui va recevoir Notre-Dame, ils sont pas très contents d'avoir l'effectif riche face à eux, quoi. Exact. Et peut-être que Notre-Dame, au final, si ça perd encore devant, peut-être que Notre-Dame peut clairement aller recevoir à domicile en étant un des. Du coup, c'est quoi? C'est 5, 6, 7, 8 qui reçoivent à domicile. Ouais, c'est ça. Notre-Dame actuellement est 8. Tu peux tenter quelque chose, hein. Ouais, on est d'accord. On va parler donc de l'ACC maintenant, puisque bon, alors Pittsburgh a perdu, c'était pas une défaite, comme disait Pat Narduzzi, c'est un match qui sert à rien presque pour eux, puisque voilà, qu'on soit très clair, c'est pas un match de conférence. L'ACC, vous savez, encore une fois le bordel. Louisville a perdu contre Clemson. C'est compliqué de déceler vraiment une hiérarchie dans tout ça. Enfin, c'est assez complexe. Voilà, on commence à dire, mais est-ce que l'ACC va réussir à avoir une équipe en playoff? Alors, il faudrait quand même un sacré concours de circonstances, quand même, pour qu'on n'ait pas d'équipe d'ACC en playoff. Mais voilà, Virginia a fait le taf contre Duke, donc ça c'est plutôt bien. Chandler Morris était de retour du côté des Cavaliers. Miami a fait le taf aussi contre NC State, mais voilà, c'est tellement le bordel en termes de victoire-défaite que même à 2 semaines de la fin de la saison, c'est compliqué de savoir qui va jouer la finale de conf. Alors c'est très clairement le problème des grosses confs aussi, Rob, c'est que quand tu as 16, voire 18 équipes dans une conférence et que tout le monde ne se rencontre pas, pour savoir qui va jouer la finale de conf, c'est toujours un petit peu compliqué de savoir. Ouais, parce qu'au début, pour la SSC notamment, tu as le premier, c'est victoire-défaite. Si tu es à 6-1 tous les deux, ensuite ça regarde, ok, qui est-ce que tu as joué en commun? Si tu as perdu contre les mêmes équipes, alors c'est ton strength of schedule, etc. Donc, tu as vraiment beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et mine de rien, là, en ACC, pardon, on est à 2 semaines, comme tu le dis, de ne pas savoir et limite d'avoir un tirage au sort comme au Texas. Je sais pas si t'avais vu l'histoire où au Texas, ils sont donnés rendez-vous dans une station-service pour jouer la place en playoff. Ah oui, j'ai vu les images, effectivement. Ouais. En ACC, limite, on est à 2 doigts de faire ça, quoi. c'est terrible. Mais franchement, c'est hâte de voir, en tout cas, l'ACC. Tu disais qu'il n'y avait pas d'équipe qui menait, entre guillemets, cette ACC. Moi, je pense que Georgia Tech sera l'équipe. Est-ce qu'on peut parler de ce match Georgia Tech Boston College? Parce qu'ils se sont fait peur quand même.
Ah ouais, plus que peur, je pense. Plus que peur. Baptiste, est-ce que tu as regardé le match ou juste le résumé ou... Ouais, non, je suis tombé juste sur. J'ai suivi de loin parce que j'ai vu que Boston College a longtemps mené hein, face à Georgia Tech qui a remporté le match sur un field goal, hein, si je me trompe pas, quasiment Ouais, à la toute fin du match. field goal, Euh, c'est field goal de 23 yards. Bon, ça va, c'est pas trop loin. Field goal de 23 yards avec 11 secondes restantes sur le clock. Euh, c'est dur hein, pour une équipe, surtout quand tu joues contre Boston College ouais. qui est en 1-9. 1-9, donc là 1-10 maintenant. En conférence, ils sont à 0 victoire, 7 défaites, pardon. Euh, Ils se sont fait très très peur. C'était à Boston College. Mais c'est Georgia Tech, encore une fois, moi je pense qu'ils ont prouvé que c'était une équipe qui pouvait gagner des matchs, encore une fois, des matchs un peu bourbiers. Et Enski, encore une fois, je pense, a fait une performance qui était relativement correcte pour aller prendre des first down, etc. Donc pourquoi pas compter sur eux en ACC et en playoff. Donc, de toute façon, là, ils sont à 6-1 en conf et je pense que c'est très très bien parti pour qu'ils jouent la finale de conf. Il leur reste plus qu'un match puisque voilà, la dernière semaine, ça sera contre Georgia hein, pour le match de rivalité. Leur dernier match cette semaine en conf, ça sera contre Pitt. Donc, attention. Attention à ce match-là. Mais voilà, en tout cas, ils sont bien partis pour. Il y a deux équipes en 6-1 dans la conférence, c'est Georgia Tech et Virginia. Mais si Pittsburgh l'emporte contre Georgia Tech, pardon, ils auraient le tiebreaker et joueraient la finale de conf. Donc c'est un match hyper important qui aura lieu cette semaine là du côté de Georgia Tech, pardon. Donc à suivre. Petit big up à mon Malaki Osli, le running back de Georgia Tech, ex running back de Penn en Ivy League, qui a sorti un gros match, 107 yards et un TD pour lui. Ça fait plaisir quand j'ai des joueurs que j'ai suivis les années précédentes en Ivy League performant au plus haut niveau, ça m'étonne pas. Et il aurait bien aidé Penn cette année du côté des Quakers. Est-ce que tu as d'autres matchs en ACC dont tu veux parler, Rob, ou on passe du côté de la Big Ten? Non, on peut passer du côté de la Big Ten avec deux matchs enfin en tout cas un match entre USC et Iowa qui étaient classés tous les deux. Mm-hmm. Un match Iowa ramène la pluie. Comment? C'est vraiment c'est terrible, tu sais, t'as l'impression un peu dans les films, les gens qui ont la poisse, il pleut tout le temps autour de chez eux. Mais là, c'est un peu le cas pour Iowa. Iowa qui se déplaçait en Californie, donc du côté de Los Angeles, pour faire face à une équipe de USC avec une attaque qui est pour le moins très performante. Et on s'est retrouvé avec un match de Big Ten, finalement. Ouais, un match de Big Ten où pendant longtemps, au vu du temps qu'il faisait aussi, hein, les défenses ont pris le pas sur les attaques. Et c'est ce qu'on disait avec Kevin, c'est que moi, ça me faisait un peu peur pour USC parce qu'on sait quand c'est un low scoring game, Iowa ont tendance ils savent gagner ces matchs-là, les Hawkeyes. Hein. Et finalement, non. Je pense qu'offensivement, il y avait quand même tellement plus de talent du côté du USC que du côté d'Iowa que ça fait quand même la différence. Le duo de receveurs Mackay Lemon et Jacoby Lane quand même du côté du USC, c'est quand même top niveau. 218 yards à eux deux au niveau des réceptions. Voilà, moi j'aime beaucoup cette équipe du USC, j'ai déjà dit un certain nombre de fois. Il y a un très gros duel contre Oregon la semaine prochaine qui arrive. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner parce que voilà, plus la saison avance et plus on se dit quand même que cette équipe elle a de la gueule. Alors, c'est vrai qu'il y a la défaite contre Michigan où ils ont montré leur plus mauvais visage de la saison, puisque l'autre défaite, c'est contre Notre-Dame. Et voilà, au vu de la qualité de Notre-Dame à l'heure actuelle, il n'y a pas de honte du tout. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup ce que fait Lincoln Riley cette saison, en tout cas, du côté de USC. Les Trojans sont en 8-2. Et voilà, s'ils remportent la fin de leurs deux derniers matchs, contre donc Oregon puis UCLA, ils seront en playoff. Et puis pareil, il y avait quand même 21-7 pour Iowa, mine de rien. Hein, ils sont réussi à revenir. Ouais, ça montre quand même une certaine qualité qu'on ne revenus, connaissait quand même pas à USC. Quoi. Ouais, c'est ça. Et il me semble qu'ils sont revenus avec un fumble. Un fumble remonté. Non, c'était l'interception. Ah oui, c'était cette interception où ils font du flipper. En gros, c'est ça rebondit et ça arrive rebondit sur les mains un mec, ça repart, etc. Donc effectivement, ouais, pas facile pour Iowa de remporter un match comme ça. Iowa a fait des trick plays. Je sais pas si tu as vu
l'équivalent d'une Philly spéciale, Baptiste, hein, pour Iowa, pour un DTD d'Iowa. Oui, pardon, oui, je sais plus, c'est le premier ou le deuxième, j'arrive plus à me souvenir, oui, effectivement. Comme quoi, tu vois, le fait de rencontrer Lincoln Riley donne peut-être des idées, pardon, à Kirk Ferentz, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, moi je trouvais que ils avaient fait ce qu'il fallait en début de match, mais malheureusement, je pense que offensivement, c'est vraiment pas ça, et je pense que c'est vraiment ce qui freine Iowa de manière générale depuis des années, et notamment cette année, parce que je pense que l'attaque est quand même, enfin la défense, pardon, est vraiment bonne. Oui. Mais malheureusement pour eux, enfin, comment dire, il y a toujours un truc qui fonctionne pas. Je pense que ça manque quand même de playmaker de manière générale. Tu vois la différence entre USC et Iowa à ce niveau-là. Enfin, j'ai rien contre Gronowski, hein, Mark Gronowski, le quarterback d'Iowa, qui vient de South Dakota State, du côté d'FCS, que j'avais vu jouer contre Oklahoma State. Et quand j'ai vu ce qu'il avait joué quand il a joué contre Oklahoma State, ce qu'il a prouvé sur le terrain, etc. Alors c'est qu'un échantillon d'un match, etc. Il faut pas forcément tirer des conclusions. Mais je me suis dit, à part s'il y a une évolution fantastique de joueurs, qui a été élu meilleur joueur de FCS, hein, qu'on soit très clair, je me dis, je pense que quand même pour le très haut niveau, ça risque d'être un petit peu léger. Et voilà, ça s'est confirmé. Alors, il fait pas un mauvais match, mais je pense qu'il a pas encore il n'a pas cette qualité d'élever une attaque comme on aimerait du côté d'Iowa. Voilà, je pense que c'est un peu rageant à mon avis pour les Hawkeyes. Ils auraient pu revenir, en toute fin de match. Malheureusement, voilà, ils ont l'opportunité d'aller marquer, enfin aller en end zone, enfin en tout cas d'avancer sur le terrain en toute fin de match. Malheureusement, une quatrième tentative qui ne passe pas, et voilà, et donc USC qui remporte le match. Mais voilà, moi je suis très impressionné, pas très impressionné peut-être pas, mais impressionné par cette équipe de USC qui va falloir aller quand même chercher pour Oregon, voilà, parce que je pense que c'est une victoire, enfin, ce sera pas un match gagné, hein, pour les Ducks, très clairement. Donc voilà, moi je suis content pour les Trojans parce que voilà, c'est une équipe que j'apprécie de manière générale, et un petit peu déçu pour les Hawkeyes parce que je pense que il leur faut pas grand chose. Enfin, comme tu dis, c'est cette interception un peu gag, hein, qu'on soit très clair, sur voilà 90% du temps, c'est juste une incomplete pass et voilà, tu passes à autre chose. Mais là, pour le coup, c'est interception, quoi. Ouais, c'est ça. Mais comme tu dis, Iowa a tellement une bonne défense. Enfin, USC, l'attaque de USC est fabuleuse cette année. USC limité à 26 points, donc notamment aussi 10 points en première mi-temps. C'est une sacrée performance de la part d'Iowa. Et très très hâte également du duel où il y aura College Game Day d'ailleurs. Ça a été annoncé, je ne sais pas si tu l'as vu, Baptiste. College Game Day arrive du côté de Eugene, Oregon. Alors que j'avais annoncé que c'était à GMU d'après les échos, les rumeurs qu'on avait cette nuit. Donc, oui. My bad, les fans, la fan des Dukes de James Madison, ça sera pas du côté de James Madison. Un petit peu déçu, enfin, parce qu'on a bouffé quand même du College Game Day notamment en SEC et en Big Ten toute la saison. J'aurais bien aimé de voir autre chose, mais bon. Ouais, c'est la troisième fois qu'Oregon est sur College Game Day. Une fois, c'était à Eugene pour justement Indiana. Et ensuite, je crois qu'Oregon a été un autre College Game Day, mais quand c'était à l'extérieur. Enfin voilà, bref, ça fait beaucoup de Big Ten SEC également. Mais USC, moi, très très bonne équipe. Ça me fait très peur en tout cas pour contre Oregon. J'ai hâte de voir le match. Ça va être un match qui va être à des heures françaises, hein. Je ne sais pas si vous allez. C'est 21h30, il me semble, le match, hein. Ouais, 21h30, ouais, c'est ça. Ouais, 21h30, vous allez pouvoir vous régaler. Ça sera très certainement sur DAZN. Ça sera sur DAZN, je pense, ouais. Ça sera sur DAZN, donc gratos. Et en replay également. Donc il n'y a aucune raison de manquer ce match qui sera un des seuls matchs contre des équipes, entre des équipes qui sont classées. On va se régaler. Baptiste, il nous reste un match sur lequel on va un tout petit peu parler parce qu'on va laisser Maxence en parler un peu plus en détail. Le South Florida Navy. Moi, c'est un match qui m'a que j'ai pas regardé encore une fois en direct puisque j'ai rien regardé en direct. Mais South Florida Navy, ça a beaucoup marqué. 41-38 pour Navy contre South Florida avec un Blake Horvath qui a pas beaucoup lancé de passe, hein, comme à son habitude, mais qui a quand même marqué un TD avec sur une longue passe.
Et on a surtout Byron Brown, le quarterback de South Florida, qui a lancé pour 327 yards à la passe, 2 touchdowns, et surtout qui a couru pour 136 yards et 2 touchdowns également. Moi, c'est un quarterback que j'adore, South Florida, depuis le début de la saison. Ils me font kiffer. Et Byron Brown, exactement, Byron Brown, me fait kiffer avoir joué. Ça me désole un peu qu'ils perdent à chaque fois, parce que j'aurais bien aimé que ça soit eux en playoff. Ouais. Mais Navy a toutes ses chances aussi d'y aller maintenant à 8-2. Ils sont en course. Ils sont en course. C'est un peu le bordel en américain, qu'on soit très clair. Sauf Florida, là, je pense malheureusement pour les Bulls, c'est terminé pour eux. Je pense que Maxence fera un état des lieux global du groupe of five, mais c'est un peu le bordel cette année, qu'on soit très clair. Et c'est pas impossible que ça soit pas un champion de l'américaine qui se qualifie pour le College Football Playoff, alors que voilà, en début d'année, tout laissait à penser que ça allait être soit le vainqueur de l'américaine, soit le vainqueur de la Mountain West. On pensait très fort à Boise State, mais voilà, ça serait peut-être San Diego State cette année. Mais voilà, c'est une défaite qui enterre définitivement les espoirs des Bulls de jouer la finale de l'américaine et donc par extension de jouer le College Football Playoff au mois de décembre. De quoi d'autre tu veux parler, mon petit Rob? On fait en Big 12. Est-ce qu'on a des matchs à parler en Big 12? Alors, il y a Utah qui a défoncé Baylor, notamment grâce à un jeu au sol de fou furieux. Texas Tech qui a aussi roulé sur USF. Qu'est-ce qu'on a d'autre en Big 12? On a Arizona qui a été allé battre Cincinnati du côté des Bearcats. Grosse, bonne saison de la part d'Arizona quand même. Est-ce que tu as un match dont tu veux parler là-dedans ou pas, ou un autre? Non, écoute, j'ai pas forcément de matchs sur lesquels je voudrais parler. Moi, je pense qu'on a la semaine 12 a été moins excitante que prévu. On peut se concentrer. Je sais pas si on peut se laisser là. C'est ok de faire aussi un épisode un peu plus court. Peu plus light, ça. Mais je pense que la semaine prochaine, ça va encore une fois nous donner pas mal d'indications. Il y aura des matchs entreclassés, notamment Oregon USC à 21h30, Missouri contre Oklahoma, qui va pouvoir être assez sympa. On aura un superbe Georgia contre Charlotte et Eastern Illinois contre Alabama, puisque la SEC joue ses matchs les plus importants à ce moment-là, évidemment. Non, mais sinon, blague à part, il y aura des très bons match-up en fin de semaine prochaine. Le BYU de Cincinnati, ça va nous régaler également à 2h du matin. Pittsburgh, Georgia Tech à 1h du matin. Et celui-là est hyper important. Le Pittsburgh, c'est peut-être le match, avec le Oregon USC, c'est peut-être le match le plus important de la semaine pour les playoffs pour aussi. Ouais. Pour les playoffs, pour les finales de conférence, etc. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a des match-ups sympas, mais c'est quand même une respiration avant la semaine de Thanksgiving, où là pour le coup il y en aura de partout, du jeudi, même du mercredi soir au samedi, avec n'oubliez pas un vendredi avec des matchs dès 18h, mais ça sera dans 2 semaines, on y reviendra bien évidemment. Mais voilà, ça va être cool. Je vais juste mentionner très rapidos la Big 12 avec très clairement un jeu à 3 entre BYU, Utah et Texas Tech pour jouer la finale de conf. Il reste 2 semaines, on va voir ce que ça va donner. Moi, cette équipe de Utah, elle me plaît bien. Cette défaite contre BYU il y a quelques semaines, ça fait un petit peu mal, mais à suivre, même si Texas Tech a l'air quand même ultra costaud, encore une performance dominante de chez dominante. De toute façon, on se retrouve pour le récap du groupe of five par Maxence cette semaine. Moi, je ferai le débrief de l'Ivy League où il s'est passé plein de choses intéressantes. Je vous en dis pas plus. Avant une dernière semaine, d'ailleurs, bien relevée. D'ailleurs, c'est la dernière semaine en FCS la semaine prochaine avant les playoffs. Et là, pour le coup, il y a des matchs assez dingos. Il y a un Lehigh Lafayette qu'on appelle de Rivalry. Donc, c'est le match le plus joué tout simplement dans l'histoire du college football qui va être hyper important où le vainqueur gagnera sa place en playoff. Il y aura un Bowl of the Wild entre Montana State et Montana qui est hyper important aussi pour le seeding pour les playoffs. Et il y aura un 2 game entre Harvard et Yale, très important aussi, puisque le vainqueur aura sa place directement en playoff, même si Harvard a quasiment validé tout ça avec sa victoire contre Penn, mais j'y reviendrai dans l'épisode consacré à l'Ivy League. Voilà, mon petit Rob, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ou un petit big up pour le running back de Missouri, Ahmad Hardy contre Mississippi State, 25 portées, 300 yards, 3 touchdowns. Sacrée performance pour Ahmad Hardy et
certes, c'est Mississippi State en face, mais Missouri qui, encore une fois, montre qu'ils sont présents. Sans leur quarterback titulaire blessé maintenant depuis quelques semaines. Oui, donc, effectivement, beau Pribula, exact. Ouais. Effectivement. Eh ben, merci Rob, merci. On se retrouve nous tous pour les 2 prochains épisodes et puis bien sûr pour le 1-2-6 samedi. Salut tout le monde. Bye bye.